Eh bien, effectivement, ma chronique, que j'ai mis du temps à la faire, hein, parce qu'il m'a fallu réunir de la documentation, elle concerne le livre de Kels ou le grand évangéliaire de Saint Colomba. Alors, tout d'abord, une brève présentation. Il s'agit d'un manuscrit illustré de motifs ornementaux réalisé par des moines en Irlande vers l'an 800. Il est rédigé en latin. Il s'agit des 4 évangiles du Nouveau Testament, accompagnés de notes liminaires et explicatives. Il est connu pour ses magnifiques enluminures qui représentent la synthèse parfaite entre la culture celtique et chrétienne. Voilà. C'est caractéristique de ce qu'on appelle l'art insulaire, c'est-à-dire l'art irlandais du Haut Moyen-Âge. Et c'est le livre le plus somptueux des évangéliaires Ok. réalisé à cette époque, donc du 7e au 9e siècle, à l'époque où les moines irlandais partaient évangéliser l'Europe. Alors la genèse de ce livre est assez compliquée. D'abord, je fais un petit rappel historique. L'Irlande a été évangélisée au 5e siècle par saint Patrick. Voilà, je vous renvoie à la chronique de Manon qui a fait une très bonne synthèse là-dessus. Le livre de Kells est attribué à saint Colomba, qu'on appelle aussi saint Colombe Kill ou Colmcille. Alors désolé si ma prononciation du vieil irlandais est désastreuse. Donc, tu es toute pardonnée, on a l'habitude de l'écorcher, hein. C'est clair, je crois qu'on est tous passés par là. C'est clair. Donc on va juste l'appeler Colomba. Colomba vécut au 6e siècle et introduisit le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Il a également créé un nouvel ordre monastique installé sur la petite île d'Iona. Alors Iona signifie colombe en hébreu, rappel avec le nom de ce personnage donc. C'est une île qui se trouve dans l'archipel des Hébrides sur la côte ouest de l'Écosse. Mais il se trouve qu'à la fin du 8e siècle, Iona a été victime, devinez de quoi? Qui est-ce qui commence à poser problème à cette époque dans les mers du Nord? Des Vikings. Les Tout à fait, Vikings. les Vikings. Et donc, l'île d'Iona et son monastère sont victimes d'invasions vikings à répétition. En 795 après Jésus-Christ, puis en l'an 802, et en l'an 806, là c'est le désastre total, 68 moines sont passés au fil de l'épée. Les survivants décident donc d'organiser une solution de repli et vont migrer vers Kells, qui est un ancien fort qui se trouve à 65 km au nord de Dublin, dans le comté de Meath, qui fut jadis aussi une fondation ecclésiastique et un ancien site funéraire préhistorique. Bon, mais je ne vais pas faire là tout l'historique de Kells non plus. Bien sûr. Mais ils vont y fonder une nouvelle abbaye. L'abbaye est terminée en 814 sous les ordres de l'abbé Sélac, qui décède l'année suivante. Et on pense que le livre de Kells a été rédigé sur plusieurs générations. Il a pu être commencé à Iona et terminé à Kells. En fait, il a nécessité des moyens assez importants. Il a connu en plus, après sa réalisation, une histoire un peu particulière, parce que bon, après, Kells a surtout été pour sa part victime d'attaques vikings au Xe siècle, mais malgré tout, le livre y a été concerné intact jusqu'en l'an 1107, où il a été victime d'un vol en fait, et retrouvé ensuite sous une botte de gazon 2 mois après ce vol. Et visiblement, les pillards voulaient juste la couverture qui était incrustée de pierres précieuses. Bon, voilà. C'est pillard. Les fourbes pillards. C'est clair. Exact, les fourreux pillards. Ensuite, à quelques siècles de là, en 1654, à l'époque de la conquête de l'Irlande par Cromwell, pour préserver le livre, il est acheminé à Dublin, où le Trinity College en hérite en 1661. Et il y est resté, il est toujours au Trinity College jusqu'à nos jours. Il n'en a que très peu bougé, parce qu'il est fragile, donc on ne peut pas vraiment le consulter. Enfin si, on peut consulter une numérisation. Il y a une première numérisation qui a été faite dans les années 90, mais qui n'était pas de très bonne qualité. Et le manuscrit a été entièrement renumérisé sous haute définition en 2022, et il est consultable sur le site du Trinity College. Donc je vous conseille vivement d'aller le voir et de bien zoomer pour voir toutes les illustrations, parce que c'est vraiment magnifique et très délicat. Alors, pour en revenir à l'exécution matérielle, cet évangéliaire fait 340 folios et il y a une trentaine de pages qui se sont égarées lors du vol et de travaux de réaffection antérieurs. Donc, il a nécessité donc 185 peaux de veaux morts-nés ou très jeunes, donc du velin, donc au moins un troupeau de 1200 bêtes. Ça fait beaucoup. Énorme. Des pigments rouges, dorés, bleus et verts ou ocre venus de pays assez lointains, puisqu'on en a qui ont été analysés, qui venaient d'Afrique du Nord et d'Asie. Ouais.
Et d'après aussi l'analyse des textes et des dessins, il a été réalisé par au moins une dizaine de personnes. Donc on a identifié 4 copistes et 3 enlumineurs, Ok. dont un enlumineur qu'on a surnommé l'orfèvre parce qu'il y a un très haut niveau de technique dans ses dessins, ce qui Ouais. suppose qu'il ait eu une formation particulière quand même. Notamment dans l'exécution de la célèbre page Chrisme, en fait, ce qu'on appelle le monogramme de l'incarnation, c'est-à-dire les lettres grecques du début du mot Christ, qui est héros. Voilà, cette page, c'est la plus belle page et la plus connue. Elle est vraiment magnifique, il faut aller la voir et bien zoomer sur tous les petits détails. Et elle a probablement été réalisée aussi, elle et les autres pages les plus minutieuses, avec une loupe ou un morceau de verre grossissant. Voilà, à moins que les moines se soient vraiment usé les yeux dessus et vraiment eu de bons yeux. Mais... Les enluminures, là, priment carrément sur le texte, puisque en fait, le texte a été recopié avec une certaine désinvolture. Il y a beaucoup de coquilles et de répétitions. L'iconographie est elle aussi assez répétitive, mais toujours inventive. Il s'agit de portraits du Christ, de la Vierge, de la Nativité, la crucifixion, la tentation dans le désert, les apôtres, avec des symboles christiques associés, donc bien sûr le poisson, parce que le mot Ichthus grec est l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Mhm. Le serpent, oui, le serpent est le symbole du mal dans la religion chrétienne, mais il peut aussi symboliser la résurrection parce qu'il change de peau. Vous le saviez, ça? Ça, je savais pas, tu vois. Moi non plus. Oui, bah visiblement, voilà, c'est une des marques du syncrétisme Ok. Ok, trop bien. chrétien et celte. Le lion aussi, qui avait la réputation de ressusciter en naissant. Alors là, j'ai pas trop bien compris le propos quand j'ai lu ça, mais c'est pas grave. Et le pan dont la chair est réputée incorruptible. Ok. On voit les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et leurs symboles respectifs, l'ange, le lion, le taureau et l'aigle, entre parenthèses, qui n'ont pas du tout l'air d'animaux normaux, puisque souvent ils ont des ailes, ils sont à moitié grimés en griffon, ils ont le corps qui sortit, voilà. Et beaucoup de motifs celtes, c'est-à-dire des spirales, des triskel, en veux-tu, en voilà, des entrelacs, des petits guerriers à cheval, des hommes qui s'empoignent la barbe, c'est très rigolo à voir certains qui boivent aussi, et certains motifs qui font penser à l'Orient aussi. Il y a certaines rosaces ou croix qui semblent être inspirées, voilà, Ouais. de l'art méditerranéen. Mais là, je ne m'avance pas trop dessus parce que, voilà, certains spécialistes se disputent encore à ce sujet, mais on sait que les moines avaient des connexions dans toute l'Europe et autour de la Méditerranée aussi, Bien sûr. donc c'est tout à fait possible, en fait. Ok. L'intérêt du livre aussi, c'est le très volumineux bestiaire, en dehors des symboles sacrés, donc des papillons, des chiens, des biches, des chèvres, des loutres, des serpents à cornes aussi, encore un symbole celtique, des lézards, des griffons qui boivent dans des calices et qui grimpent à des vignes. Donc, on voit aussi des chats et des souris jouer avec des hosties dans certains coins. Ce qui est vraiment drôle et beau, c'est qu'à chaque fois, on a un mélange de sacré et d'humour qui est absolument inimitable. Donc, on se demande à quoi pensaient les moines en réalisant certains motifs. Voilà, comme des lettrines qui représentent des personnages qui se mordent les mains ou qui se tortillent en tous sens pour faire les lettres. Donc, C'est trop encore bien. une fois, il faut aller le voir parce que c'est impossible à vraiment bien le décrire. Je suis en train de le regarder en même temps. Après, il y a tellement de pages. C'est waouh, c'est dingue. Ah, mais c'est clair. C'est une mine d'or, j'ai l'impression, en termes d'iconographie, de trucs. Waouh. Oui, Ouais, oui, ça a c'est l'air pour ça intéressant. que moi, je pense également que ça a dû être réalisé sur plusieurs générations. Il y a sûrement des moines qui ont recopié les uns sur les autres, par-dessus les autres à certains moments. Je ne sais pas si le livre a été passé au scanner, j'avoue ne pas avoir vérifié, mais bon, on sait que c'était fréquent à l'époque. Bon, et là, je voulais vous parler aussi de quelque chose de plus récent. Est-ce que vous connaissez le film Brendan et le secret de Kells? Oui, bien sûr. Non, je connais pas du tout. On avait parlé sur le spécial, un des spécials Irlande très rapidement. Ok. C'est un bouquin justement qui parle d'un petit moine qui doit retrouver le manuscrit, je crois, un truc comme ça. Je l'avais bien aimé. J'ai très peu de souvenirs en réalité, et je me souviens juste que c'était très joli. C'est un film ou un livre? C'est un Bah dessin oui, animé. C'est un dessin animé. c'est un dessin animé qui est inspiré du livre de Kells. En fait, effectivement, Wow. ça se passe. Ça commence à Kells où le petit Brendan vit avec. Il est présenté comme le neveu de Sélache.
voilà, la DCLH, qui veut absolument construire une forteresse imprenable pour ne pas se faire massacrer par les Vikings. Et un jour, ils reçoivent la visite d'un enlumineur, Aidan, venu d'Iona, qui emporte avec lui le manuscrit de Kells et qui veut entraîner Brendan pour qu'il le termine, en fait. Alors que son oncle est contre parce qu'il veut se concentrer sur la construction de la muraille. Donc, bien sûr, Brendan va désobéir et s'initier à l'enluminure et en même temps aller chercher des pigments et l'inspiration dans la forêt où il fait la connaissance d'une petite fée qui s'appelle Ashley et où il combat un monstre Chrome Cruach dont il doit prendre l'œil justement pour avoir un cristal et réaliser les enluminures les plus minutieuses. Et ça se termine, en fait, il doit fuir l'abbaye qui est incendiée par les Vikings, mais il finit par revenir devenu adulte et à présenter le manuscrit, le livre de Kells terminé à son oncle. Voilà. Pour résumer, parce que je l'ai vu récemment, mais en fait, je ne connaissais pas d'où venaient les motifs celtiques, et en fait, ce sont des histoires assez intéressantes. Bon, déjà, le nom du héros, Brendan, est inspiré d'un mot celte ancien, Bran, qui signifie le corbeau. Ouais. Donc l'abbé Sélach, j'en ai déjà parlé, ça a été l'abbé qui a construit Kells, effectivement. Mais effectivement, il n'a pas vu son abbaye détruite par les Vikings, ça c'était beaucoup plus tard. Ok. Le frère Aidan l'enlumineur est inspiré d'Aidan de Lindisfarne, qui fut un moine de Iona du 7e siècle, missionnaire de Northumbrie, une région entre l'Angleterre et l'Écosse. Le moine Aidan a aussi comme compagnon Pangurban, un petit chaperon. Tu t'en rappelles, Marc? Je m'en souviens pas. J'ai très peu de souvenirs du film. Hein. Je l'ai vu quand il est sorti. Honnêtement, je sais même plus en quelle année il est sorti. Faudrait que je le revoie. J'ai plus de souvenirs du dernier qui est sorti des mêmes auteurs là, qui est sorti là, il y a 2 ans. Le Peuple avec Loup. le Peuple Loup qui était sympa. Mais sinon, non, j'ai pas de. Je me souviens très peu de ce qui se Justement, passe moi dedans. j'ai vu Le Peuple Loup récemment, puisque j'ai À décidé 2009, de c'était voir de revoir les deux Ouais. pour me faire un avis. Je l'ai trouvé moins bien en fait, il faisait moins artisanal que le Ah, premier. c'était aussi la sensation que j'en avais, tout en ayant juste les souvenirs d'un film que j'ai vu en 2009, donc soit il y a plus de 10 ans. Il y a bien longtemps. Ah bah, À l'époque où les Vikings attaquaient l'Irlande. Je passais mon bac en 2009, donc ouais, en vrai, c'était il y a un sacré bout de temps, putain. Donc ouais, franchement, c'est vieux. J'aimerais bien le revoir, mais il est sur Amazon Prime seulement, donc du coup, je n'ai pas accès au film. Bah, demande à Nico, il pourra te filer ses Oh, codes. c'est vrai. Et il n'y a pas moins, parce que moi je l'ai emprunté à ma bibliothèque, mais bon, c'est pas Ah grave. oui, mais toi, tu vis à Paris, moi, je vis en Ardèche, donc c'est pas sur le même. C'est pas grave, je vais Mais je continuer. trouverai un moyen de le voir à un moment donné ou de le revoir à un moment donné ou à un autre. C'est peut-être l'occasion justement de le revoir, quoi. Mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion du tout. Ouais, J'aimerais puisque bien moi, essayer, mais je l'ai revu à la lumière de ce que j'ai appris sur Kells et j'ai trouvé ça d'autant mieux en fait. Je ça doit être continue, en intéressant, fait, ouais. le chat Pangurban, c'est un superlatif. En Ouais. gaélique, ça signifie plus blanc que blanc. Et Ok. en fait, c'est une allusion à un poème gaélique où un scribe loue l'habileté de son chat à chasser les souris. Il est habile comme lui est habile à tracer des caractères sur une feuille. Voilà. C'est un poème du 9e siècle. Alors, la petite fée Aisling est une allusion au Tuatha de Danann, sur lequel vous aviez déjà fait oui. une chronique sur l'Irlande, donc les anciens dieux celtes de La l'Irlande. fameuse tribu de Dana. Aisling, signifie rêve ou vision, et c'est aussi le nom d'un poème allégorique au XVIIe ou XVIIIe siècle, Ouais. où en fait on a une apparition de l'Irlande qui vient réconforter les héros morts ou les hommes en perdition. C'est un genre assez typique de l'Irlande. La relation entre les deux enfants, donc Brendan et Ashley, est une allégorie de la relation entre le christianisme, la mythologie chrétienne et la mythologie celtique, qu'on retrouve dans de nombreuses histoires mettant en scène les amours de mortels et de fées. Il y a 2 types d'histoires, et généralement elles sont jouées à l'échelle. Donc Ouais. le conte morganien, c'est-à-dire quand un mortel se trouve piégé dans l'univers des fées. Parce que le problème, c'est que le temps ne s'y déroule pas de la même manière et généralement, il finit trop vieux quand il veut rentrer chez lui. Parce que 3 jours dans le pays des fées revient à 30 ans ou 3 siècles chez les humains. Horrible ça. En allusion à la fée Morgane, donc, qui retenait ses amants prisonniers dans le Val sans retour. À l'inverse, le trope mélusinien, en rapport avec la fée Mélusine, c'est là la fée qui migre dans le monde des humains, mais
en fait, elle pose un interdit à son amant qui se doit de respecter s'il veut la garder. Donc c'est le cas de Mélusine qui Ok. épouse Raymondin, le comte du Poitou, dont elle devient la figure tutélaire d'ailleurs. Tous les comtes du Poitou se sont réclamés d'elle ensuite par la suite. Et il ne devait pas la voir le samedi parce que chaque samedi, elle se changeait en femme serpent. Et bien sûr, l'imbécile a transgressé cet interdit, donc elle a fini par partir et on la voit juste errer autour du château de Lusignan certains soirs et bien sûr pousser les imprudents dans des puits ou d'autres d'autres actions maudites de ce genre, mais aussi veiller sur les enfants de Lusignan parce qu'elle a laissé 10 descendants qui tous portaient un signe distinctif voilà, qui attestait de leur nature féerique. Trop Alors bien. sachez que tous les souverains, de toute façon, se sont réclamés d'une origine divine ou féerique. Voilà, pour dire qu'ils étaient puissants et se lier à un dieu aussi, comme les Plantagenets prétendaient se descendre d'une démone, par exemple. Ah oui. c'est classe. Voilà, voilà. D'accord. Je passe au monstre Cronkrulak. Alors, en vieil irlandais, ça veut dire le sinueux du tertre. Ouais. Il était généralement représenté comme une idole entourée de 12 pierres. Et la tradition chrétienne en a fait une divinité de la fertilité auquel on sacrifiait les premiers-nés en échange de lait et de grains. Bon, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué comme ça parce qu'on l'a présenté comme un dieu très cruel. En réalité, c'était bien un dieu cruel, mais qui était ça fait référence à un mythe cyclique. Chaque année, en fait, le dieu Luc devait vaincre Cronkrulak sans le détruire totalement. En fait, Ok. il devait plutôt apprendre à le maîtriser par des sacrifices. D'ailleurs, Luc a été assimilé à certains moments à l'archange Saint-Michel, que la tradition chrétienne a fait du combat contre le dragon ou le serpent la victoire du bien sur du mal, alors que c'est plutôt dans la temporalité cyclique celte ou païenne, en général, un mal temporaire qui revient chaque année. C'est un mythe, voilà. Et qui est souvent associé à l'été et aux orages, en fait. Le D'accord. serpent et le dragon est celui qui retient les eaux. Donc, pour faire cette chronique, je me suis surtout servi du livre de Bernard Mial, qui est conservateur, ou qui a été conservateur au cabinet des estampes du Trinity College. Et c'est très intéressant tout ce qu'il a écrit. Si vous trouvez son livre, n'hésitez pas à le consulter. Il s'appelle Le Ouais. Guide. Et sinon, si vous aimez, oui, parce que à propos du livre du film Brendan et le secret de Kest, il y a des imbéciles sur Internet qui ont dit que c'était un film qui stigmatisait les Vikings, puisqu'on les voit juste comme d'affreuses bêtes à cornes. Mais c'est bizarre quand même de dire ça. C'est bizarre, oui. Ça n'existe plus. Oui, mais que veux-tu, Oui, les gens, ils sont Oui, bizarres. il y en a d'autres qui ont dit que c'était anti-chrétien parce que ça a exalté trop le paganisme, bref. Ou alors que c'était raciste parce qu'on voyait un moine noir qui était mal dessiné, ou d'autres personnes qui ont dit qu'il n'y avait pas de noir à l'époque. Bon, en fait, les Oui, moines c'est les débats étaient... classiques des humains du XXIe siècle, quoi. J'ai l'impression. Voilà, c'est ça. En fait, le réalisateur a expliqué qu'il avait fait des moines de différentes couleurs, justement pour expliciter le caractère cosmopolite de Kels. Et parce qu'il avait des contacts en Asie et en Afrique. Et ensuite, qu'il avait fait des vikings bestiaux parce que c'était quand même un peu normal que les gens qu'ils ont massacrés ne les considèrent pas bien. Ouais, Et on est un petit peu peur. c'est clair. Et d'ailleurs, pour terminer, si vous voulez une histoire moins tragique que de moines et de vikings, je vais vous proposer la bande dessinée Les 7 missionnaires, scénarisée par Alain Hérol et dessinée par Luigi Criton. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ou sinon, Moi, je la possède, donc oui, je la connais. Redis le nom, pardon. Les 7 missionnaires. Alors, Non, je vais pas vous du tout. expliquer. En Ça fait fait, ça partie se passe... du truc des. C'est une série de bandes dessinées où, en gros, à chaque fois, tu suis juste 7 personnages dans une thématique bien précise. Ok. Et là, en l'occurrence, c'est 7 missionnaires. Et c'est assez cool. Voilà, je vais vous raconter l'argument et vous poser le cadre. Ça se passe donc en Irlande, au 9e siècle. C'est l'histoire d'une communauté de 7 moines qui, en fait, vivent tous dans le péché, puisque chacun a son péché capital de prédilection. Voilà. Ah. Le père supérieur est supérieurement orgueilleux, l'économe est avare, un des frères se met en colère et casse tout. Voilà, un autre ne pense qu'à courir les jupons pour la luxure, un autre se gave, vous voyez un
un peu. Et pour obtenir la rédemption de leurs péchés, ils vont être envoyés, évangélisés de féroces guerriers vikings. Et ils vont réussir justement grâce à leur vice, en fait. C'est toute l'ironie de Ah, l'histoire. ok. Trop marrant. Qui n'est pas sans fondement en plus dans la réalité, puisque les Vikings se sont bien convertis peu à peu au christianisme, et pour des raisons assez bassement matérielles, pour pouvoir Comme tout le mieux monde en fait. commercer. Voilà. Ok, bah merci du petit conseil BD qui est une très bonne bande dessinée. Je pense que c'est la meilleure de la saga des 7 à dire vrai. Ok. Ben évidemment, puisque c'est quand même le scénario et la plume des rôles qui font tout. Hein. Non seulement c'est très drôle, mais c'est très bien écrit, ce qui est assez rare de nos jours quand même. C'est C'est vrai le que je principe. connais ni les dessins animés, ni la BD, et je connaissais pas le livre de Kells de base. Par Ah contre, ouais, je connaissais la bibliothèque de Trinity College qui est magnifique, genre vraiment belle, et qui a Ah, tu inspiré y es la allé? bibliothèque. Non, jamais, jamais, malheureusement. Et celle qui a inspiré la bibliothèque du Temple Jedi. Ah, je pensais que tu aurais dit la bibliothèque de Poudlard, parce que ça ressemble plus au temple Jedi quand même effectivement parce que t'as vraiment ces grandes allées avec les bustes de Ouais. chaque côté et Ah dans d'accord, Star Wars comme ça. chaque buste représente un des Jedi disparus. Mais oui, ça a vraiment servi de source Yeah. d'inspiration. C'est vraiment une bonne source d'inspiration. Alors que dans Harry Potter, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressemblent à cette bibliothèque-là, je trouve. C'est possible qu'il l'ait utilisé aussi comme source Je d'inspiration. je suis pas sûr. En tout cas, là, j'ai le visuel en face de moi. Il y a rien qui me rappelle Harry Potter. Il y a presque plus un côté, Bizarre. presque, enfin, pas Heroic Fantasy, Space Opera, quoi, dedans. Les dimensions monstrueuses, Ouais. ce côté art, je sais pas, j'ai envie de dire art nouveau, mais j'y connais rien. Enfin, en tout cas, il y a un truc moderne sans être moderne dedans. C'est assez intéressant, je trouve. Mais ça fait très Star Wars, quoi. D'ailleurs, on peut comparer. Hein, tu mets bibliothèque, temple Jedi. Je pense que vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous, chers auditeurs, et vous avez c'est la même chose, mais chose. avec des trucs holographiques à la place, quoi. Vraiment, bah il y a tenez, sur Reddit, il y a une photo qui compare l'ensemble. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un copier-coller limite. C'est un copier-coller, hein, c'est vraiment il a dû se dire je vais faire ça, quoi. Oui, effectivement, ça y ressemble. C'est C'est tout très très c'est la pour même, près, hein. sauf que c'est du numérique. C'est ça, sauf que c'est une bibliothèque numérique à côté. Et à propos de bibliothèques du futur, on vous renvoie aux autres chroniques des semaines qui parlent des bibliothèques du futur dans l'espace, Ah etc. oui, elle était vachement bien cette chronique. Et oui, tout à fait. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.